Merci de vous connecter aux plateformes de l'Intelligent TV pour suivre l'édition de l'Intelligent Club de ce vendredi. Revendication de l'opposition ivoirienne, le Quai d'Orsay donne la position de la France. Classement des meilleures universités au monde, mode opératoire et place de la Côte d'Ivoire. Voici les sujets au menu de cette émission. On marque une pause et on revient pour le décryptage. Jean-Richard Nguessan, bonsoir. Bonsoir Adjie, bonsoir à tous. Alors de façon exceptionnelle ce soir, nous sommes seuls à animer cette émission. Voilà, Soro Djabiga nous a faussé compagnie aujourd'hui pour un cas de force majeure. Ce n'était pas vraiment prévu, mais bon, au dernier moment, il n'a pu être là. Alors, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a livré la position de Paris face à la crise politique qui tente à naître en Côte d'Ivoire avec les revendications de l'opposition, notamment concernant la révision de la liste électorale. On écoute la déclaration qu'il a eu à faire ces derniers jours et la doctrine française, elle demeure ni ingérence ni indifférence, mais confiance aux institutions ivoiriennes. Nous sommes liés à un partenariat ancien dans ces dynamiques et nous soutenons tous les efforts en faveur d'un processus électoral inclusif, transparent et apaisé. Nous entretenons un dialogue avec toutes les forces politiques et la société civile de Côte d'Ivoire et nous suivons avec attention la situation, sans ingérence et sans indifférence. Sans ingérence parce que nous respectons la souveraineté de nos partenaires, comme nous exigeons qu'ils respectent la nôtre. Sans indifférence, car nous avons, comme je le disais avec la Côte d'Ivoire, des liens anciens, étroits, des intérêts qui font que nous suivons avec attention ce qui se passe dans ce pays. Et quant à la révision de la liste électorale, la décision d'y procéder relève de la responsabilité des institutions ivoiriennes. Merci. Ni ingérence ni indifférence, mais on laisse faire les institutions de la Côte d'Ivoire. Jean-Richard Nguessan, commentaire sur cette déclaration du ministre français. C'est une position qui ne surprend guère au regard de la situation de la géopolitique actuelle avec ce qui se passe notamment au Burkina Faso, au Mali ou encore au Niger, avec ce que la France a subi dans ces différentes nations. Et vous savez, depuis quelques années, selon la politique française, selon les responsables français, selon la diplomatie française, ils ont décidé de ne pas intervenir dans un certain nombre de pays au regard de leur situation politique. Donc pour ma part, c'est une situation qui ne surprend guère, c'est une déclaration qui n'est pas surprenante. C'est vrai que les partis d'opposition au niveau de la Côte d'Ivoire espéraient entendre autre chose. Mais aujourd'hui, au regard de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas surprenant. Il y a de cela quelques années, la Côte d'Ivoire traversait une situation de crise. Il y avait eu notamment la rébellion, il y avait eu beaucoup d'accords. Donc, certains pays avaient un regard plus ou moins poussé sur la situation politique en Côte d'Ivoire, sur la situation judiciaire même en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, force est de constater que depuis 2011, les choses avancent en Côte d'Ivoire. On est dans un état de droit. Donc, je pense que le ministre français estime qu'aujourd'hui, il n'est pas à mesure de parler de cette situation. Et c'est vrai que pour certains, c'est un désaveu pour l'opposition. Mais moi, je pense qu'il fallait s'attendre à cette déclaration. C'est vrai que l'opposition multiplie les offensives à l'international. On a vu même hier des partis d'opposition à Amnesty, au siège d'Amnesty International pour interpeller l'institution sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On a vu des offensives aussi aux Nations Unies. On a vu des offensives notamment dans différentes chancelleries, notamment à l'ambassade des États-Unis, dans plusieurs pays, à Bruxelles. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce que l'opposition gagnerait à faire, c'est de voir au niveau de la Côte d'Ivoire ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que l'international peut changer la position du pouvoir? Moi, je m'interroge quant à cela. Alors là, l'opposition, véritablement, qui mise sur cette influence de la France qui pourrait avoir un certain impact sur le gouvernement ivoirien, selon les calculs que font certains opposants. La France qui, depuis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, plus de 10 ans,
se tient à l'écart des problèmes internes des Ivoiriens, et même bien avant cela, même depuis 2002, avec la fameuse doctrine encore rappelée par Jean-Noël Barrot de la ni ingérence ni indifférence. La France reste campée sur sa position, elle ne veut pas intervenir directement dans les affaires intérieures des États africains, de peur d'être accusée, comment est-ce que, donnez-moi le mot, d'ingérence justement. Alors, est-ce que l'opposition ivoirienne, là, reçoit un message subliminal de Paris pour dire désormais, vous ne pouvez plus compter sur nous quand on sait que certains opposants font partie des grands profondeurs de la France au niveau local? Moi, ma lecture de cette situation, c'est que cela pose même la question de la maturité au niveau de la politique en Côte d'Ivoire. Depuis bientôt 2 décennies, on a tendance chaque fois à se tourner vers l'international. Vous savez, chaque fois le processus électoral en Côte d'Ivoire pose problème. En 1990, le processus électoral à l'époque avait posé problème. Le président Gbagbo le rappelait il y a cela quelques semaines. Il estime avoir gagné les élections dans certaines localités dans le nord du pays, accusant Bombay d'avoir trépatouillé les résultats. C'est en 95 plutôt. Effectivement, il a rappelé 90, 95. Aujourd'hui, on se rappelle qu'en 2000, il y a eu les mêmes situations. Il y a eu des critiques notamment. On se rappelle de la crise post-électorale, notamment de 2010. Donc, le processus électoral en lui-même, chaque fois, pose problème. Que dit de l'après-élection? Donc, cela, moi, je me dis que ça pose un problème même au niveau de la maturité démocratique en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, quelques années après être entré dans le multipartisme, notamment depuis 1990, et aujourd'hui se tourner toujours vers l'international pour régler nos problèmes, je me dis qu'à un certain moment, il va falloir qu'on change de fusil d'épaule. Je pense que nos partis politiques gagneraient à avoir de la responsabilité et s'asseoir une fois pour régler le problème du processus électoral. Parce que chaque fois, le processus électoral pose problème. Moi, je me pose une question aujourd'hui. Est-ce que les revendications de l'opposition sont légitimes? Je me pose cette question. L'opposition estime que la liste électorale pose problème. Est-ce que dans cette liste électorale, il y a des centenaires? Est-ce que dans cette liste électorale, il y a des doublons? Il faut par moment qu'on se pose... C'est pourquoi l'opposition appelle à la révision, parce qu'elle appelle même à un audit de la liste électorale, parce qu'elle a détecté dans le fichier qui lui a été transmis certaines anomalies, et de nombreuses anomalies d'ailleurs. Selon le Front populaire ivoirien, il y en aurait au moins 6 millions. La CEI parle, elle, d'environ 12 000 anomalies recensées. Alors finalement, il y a des anomalies, ça c'est indéniable. L'opposition demande un audit du listing électoral. Dans le même temps, elle réclame aussi l'inclusion des grandes figures de l'opposition qu'elle estime avoir été écartées de manière arbitraire par le pouvoir en place qui, selon elle, instrumentaliserait la justice ivoirienne. Alors, ce sont des revendications qui, quoi qu'on dise, sont assez factuelles. Ah oui, c'est pourquoi je parlais de la légitimité des revendications de l'opposition. Et aujourd'hui, à quelques mois des élections, au regard de ces revendications, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on va aller droit dans le mur ou est-ce qu'on va décider pour une fois de s'asseoir et de discuter pour lever tout ce qui est équivoque ou encore tout ce qui est controverse? Et je me dis qu'aujourd'hui, chercher de l'aide à l'international, aller voir les différentes chancelleries, essayer de ne pas regarder le problème en face, je me pose beaucoup de problèmes quant à la responsabilité de nos hommes politiques aujourd'hui. Quand on sait de là où on vient, quand on sait qu'en 2000, la crise, à l'issue des élections, il y a eu problème. Quand on sait qu'en 2010, à l'issue des élections, il y a eu problème. Quand on sait qu'en 2020, à l'issue des élections, il y a eu problème, à un certain moment, il faut s'arrêter pour se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas qu'il y ait des problèmes à l'issue du processus électoral? Mais je me dis que chacun reste campé sur sa position, notamment au niveau de l'opposition, qui veut forcément qu'il y ait une révision de la liste électorale, qui appelle à un audit, qui appelle à une certaine inclusion par rapport au processus électoral. Et on observe, d'un côté, le pouvoir en place qui estime que tout va bien,
qui estime qu'il n'y a aucun problème au niveau de la liste électorale, qui estime que le processus électoral marche bien. Et puis on est là, chacun se regarde et on avance. Et les Ivoiriens font malheureusement face à cette situation-là, on se pose beaucoup de questions. Et je pense que c'est fort dommage ce que nous servent nos hommes politiques. Alors, pour la France, là, je pense que Jean-Noël Barrot a eu à le rappeler également, l'inclusivité semble importante. C'est vrai qu'elle n'impose rien, mais elle semble le souhaiter clairement, en vue certainement de favoriser le jeu démocratique en Côte d'Ivoire, pour ne pas donner l'impression que la Côte d'Ivoire est une sorte de nation autocratique, où le despote, où il régnerait un despote qui imposerait sa volonté à lui tout seul, à toute une nation, et ne laisserait pas la place aux autres pour s'exprimer sur le champ politique également. Alors sur ce point-là, est-ce que cette volonté exprimée de la France, qui est une valeur cardinale de la démocratie qu'elle nous a inculquée, peut contribuer peut-être à faire infléchir les positions des uns et des autres, notamment du côté du pouvoir. D'ailleurs, l'on apprend qu'il y aurait des perspectives de dialogue entre le pouvoir et l'opposition très bientôt. Nous l'espérons et on espère que les propos du ministre français seront entendus par Abidjan, qui reste campé plus ou moins sur sa position. On observe aussi l'opposition qui multiplie les offensives diplomatiques à l'international. Mais tout cela n'est pas assez reluisant pour l'image de la Côte d'Ivoire, pour l'image qu'on veut se donner. Quand on observe aujourd'hui dans le rétroviseur, des pays tels que le Libéria ont connu des situations beaucoup plus difficiles que la Côte d'Ivoire. Le Nigeria également. Le Nigeria également. Mais aujourd'hui, c'est des pays qui abordent le processus électoral avec sérénité. Lorsqu'il y a une élection au Ghana, ça n'effraie guère les populations. Mais aujourd'hui, déjà, il y a certaines familles qui commencent à faire des emplettes, qui commencent à prévoir des vacances pour octobre. Et je pense que l'un mis dans l'autre, cela n'honore pas la Côte d'Ivoire. Et quand on pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire essaie plus ou moins de se positionner à l'international au regard de certains événements. On a eu le CEO Forum avec la venue de plusieurs hauts responsables à l'international. On a vu récemment, hier encore, le prix Félix Houphouët-Boigny qui repositionnait la Côte d'Ivoire, que nous rappelons, on en parlait hier, les idéaux de paix du père fondateur de la nation. Aujourd'hui s'ouvre le Sahara, qui était un événement assez important, qui positionne encore, qui met en lumière encore la Côte d'Ivoire. Quand on voit tous ces événements-là qui mettent en lumière la Côte d'Ivoire qui travaille, la Côte d'Ivoire qui avance, mais en même temps, quand on observe sur le champ politique, tout ça fait un peu désordre. C'est pourquoi je parle de la maturité de nos hommes politiques qui gagneraient à quelques mois des élections à s'asseoir autour d'une table pour discuter sur les problèmes qui fâchent, pour lever les équivoques, pour lever les problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, à 5 mois des élections, moi je me pose des questions. Est-ce que la révision de la liste électorale reste possible ? Ça, c'est une question aussi qu'il faut se poser. Est-ce que c'est possible, à 5 mois des élections, de faire une révision de la liste électorale? Est-ce que c'est possible, à 5 mois des élections, Il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. À 5 mois des élections, est-ce que l'audit reste encore possible? Il y a beaucoup de questions Il faut de part et d'autre qu'il y ait des concessions pour qu'on parte vers un processus électoral assez calme pour forcément une Côte d'Ivoire qui gagne. Alors là, puisqu'on parle de la France et de son approche de la situation que vit la Côte d'Ivoire à quelques encablures de la présidentielle d'octobre 2025, moi, il y a un constat que je fais. Ça veut dire que en 1990, la France faisait preuve d'un certain interventionnisme dans les affaires des États africains, de ses ex-colonies plus particulièrement, 95, 2000, 2008 plus ou moins, même si déjà Jacques Chirac commençait à manifester des velléités de retrait, de distanciation. En 2010, la France est intervenue au nom des Nations Unies, bien que son rôle a été majeur par rapport à tout le reste de la communauté internationale ici. Mais là, visiblement, c'est vrai aussi qu'en 2020, il faut dire que le président Macron avait été qualifié par l'opposition comme partisan, comme favorable à un troisième mandat du président Ouattara, un troisième mandat que ses partisans qualifient de premier mandat de la Troisième République. Bon, ce sont des interprétations juridiques, toutes sortes d'incantations. Toujours est-il que nous sommes à un stade où la France semble se dire l'ère
d'une immixtion trop forte, trop poussée dans les affaires de la Côte d'Ivoire s'est terminée. 2010 nous aura marqué, d'abord 2000, 2002, 2004, avec tous les incidents que l'on a connus avec la France, 2010, 2011 et enfin 2020. Vous pensez que c'était peut-être le dernier épisode? Ah oui, je pense. Vous savez, aujourd'hui, le sentiment anti-français s'est exacerbé, quoi qu'on dise, en Afrique au sud du Sahara. Et l'avènement de certains putschistes a contribué à développer ce sentiment. Et depuis quelques années, on parle beaucoup plus de panafricanisme, même si ce thème, je reconnais par moments qu'il est galvaudé et qu'il est utilisé pas forcément à bon escient. Et très souvent, la France est accusée de bien de choses. Et au regard de sa nouvelle politique, la France estime que la Côte d'Ivoire est vrai, c'est un partenaire depuis 1960, depuis avant 1960. Donc aujourd'hui, la France, dans sa posture, fait plus ou moins attention quant à s'immiscer dans la politique intérieure ou dans les affaires intérieures des différentes nations. Moi, je pense que c'est une bonne posture parce qu'aujourd'hui, on a vu la situation au Mali, on a vu la situation au Burkina Faso, on a vu la situation au Niger, on a vu la situation en Centrafrique. Et dans bien de pays, aujourd'hui, il y a des influenceurs qui sont tapis dans l'homme, qui ne font qu'accuser la France de bien de choses. Donc, au regard de tous ces événements, au regard de tout ce qui précède, la France fait très attention quant à son positionnement dans l'affaire, quant à l'ingérence dans l'affaire politique des différents États. Et je pense que c'est une belle stratégie parce que par moment, on revendique la souveraineté. Par moment, on revendique... On le fait constamment d'ailleurs. Hein. On le fait constamment. Donc, je me dis... Et la Côte d'Ivoire, il faut le préciser, a été le point de départ de cette vague de contestation contre la présence française en Afrique. Effectivement. Au début des années 2000 notamment. Notamment, on se rappelle de l'épisode 2004 à l'hôtel Ivoire. Et même depuis 2002, depuis la fin 2002-2023, avec les manifestations qui se multipliaient devant le camp du 43e Bima à Abidjan, effectivement, la France était accusée de tous les noms d'oiseaux. Elle était stigmatisée comme étant l'auteur pratiquement de tout le désordre qu'il y avait en Côte d'Ivoire. Et au regard de cela, on se dit que par rapport à notre positionnement, lorsqu'on est dans l'opposition, on a tendance à attendre beaucoup de la France. Quand on est au pouvoir, on ne veut pas entendre parler soit les Nations Unies ou encore la France. Et c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, la responsabilité des politiques est grande. Aujourd'hui, il faut que la Côte d'Ivoire s'autonomise dans le processus électoral. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une élection au Ghana ou dans certains pays, on ne voit aucune ingérence de la communauté internationale. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, a un virage assez important. Mais selon vous, tout le monde nous regarde. Que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à transcender cette sorte de conflictualité de ces processus électoraux, alors que nos voisins, vous le mentionniez tout à l'heure, ont réussi à faire le pas. Le Ghana a pu le faire, le Bénin même à côté, qui est un pays qui est réputé pour sa succession de coups d'État, là où la Côte d'Ivoire faisait figure de havre de stabilité au niveau de la sous-région, même au niveau de l'Afrique. On a également le Libéria à côté, qui a connu des décennies pratiquement d'instabilité chronique, mais qui aujourd'hui, grâce à un certain George Weah, a réussi à montrer une toute autre image de son organisation politique intérieure. Le Sénégal, même à la limite aussi, qui réussit à se stabiliser. Mais qu'est-ce qui fait que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à surmonter ces obstacles-là? Moi, je pense que cette question, toute la classe politique devrait se la poser. Et moi, je pense que cette question même devait faire l'objet de conférences ou encore d'une thèse d'université. Parce que quand je regarde certains pays qui n'ont pas forcément les mêmes atouts, qui n'ont pas forcément le même développement, qui n'ont pas forcément les mêmes capacités économiques que la Côte d'Ivoire, mais qui ont su sortir de ces situations-là. Moi, ce que je retiens tout simplement, c'est que la chose politique déchaîne énormément de passion sous nos tropiques. Il y a de la passion et vous savez, il y a des leaders politiques à un certain moment qui ont cristallisé l'actualité et qui ont contribué aussi à faire naître dans le cœur des populations ou de certaines ethnies cette appartenance. Et je me dis que c'est ce qui est perdu, quoi qu'on dise dans l'histoire. On a eu 3 grands, aujourd'hui on a 2 grands. On a eu le président Bédié, on a eu le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, qui ont fait
qui ont été au devant de la scène politique en Côte d'Ivoire depuis plus de 30 ans. Et ces personnes ont contribué à alimenter le discours politique. Il y a eu par moments le discours tribalique, le discours ethnique. Et je me dis qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte de cette situation. C'est pourquoi il y a cela quelques semaines, on saluait ici même sur ce plateau l'avènement d'une certaine dynamique, d'une certaine jeunesse dans la politique, notamment des personnalités telles que Toby, des personnalités telles que Pulcherik Balé, des personnalités telles que Assalé Tiemoko. On appelle cela de tout nouveau parce qu'à un certain moment, je me dis que la politique a été mal inculquée aux Ivoiriens. On se dit que la politique, c'est une belle chose, la démocratie est une belle chose, et plusieurs nations nous montrent que c'est une belle chose, mais malheureusement en Côte d'Ivoire, souvent on se pose la question à l'approche des élections, si on est véritablement prêt pour la démocratie. Alors la France qui veut pour le moment faire office, enfin faire preuve de neutralité, elle tente de le montrer à travers le discours de Jean-Noël Barrot, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand on sait qu'elle a des intérêts en Côte d'Ivoire, peut-être pas autant qu'avant, mais quand même des intérêts assez importants qu'elle souhaite garantir, qu'elle souhaite préserver de façon naturelle. Et si éventuellement la situation, on ne le souhaite pas, on espère que le dialogue prévaudra, mais si les choses devaient rester en l'état et qu'à l'approche du scrutin, malheureusement, la situation venait à se détériorer, est-ce que Paris ne serait pas amené à sortir de son confort pour dire on va essayer de peser sur le cours des événements. Après tout, la Côte d'Ivoire était considérée à l'époque comme notre ancien précaré. On a aujourd'hui le Burkina Faso, le Mali, le Niger qui sont hors de contrôle pour la France, où sévit une instabilité mais explosive. Et c'est tout ça qui fait l'ancrage de la France en Afrique de l'Ouest. Dans le Nord, c'est horrible. Le Bénin même qui est en train de vaciller sur le plan sécuritaire, tout comme le Togo. Le Sénégal qui est épargné, mais le Sénégal qui est dirigé par un binôme qui semble se rapprocher des thèses populistes de l'AES. Est-ce que se permettre de se mettre à l'écart à un certain niveau des problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est réaliste pour Paris? Moi, je me dis, à l'écoute du ministre français, il y a le discours qu'on tient forcément devant les caméras. Il y a le discours qu'on tient au devant de tous. Mais aussi, la diplomatie, ce n'est pas que de la visibilité ou de ce qu'on entend forcément. Je me dis forcément en sourdine, forcément, il y a forcément des échanges avec les responsables ivoiriens, avec les dirigeants ivoiriens. Vous savez, aujourd'hui, l'environnement sociopolitique pose problème même à la Côte d'Ivoire. Vous avez rappelé dans le climat dans lequel nous baignons aujourd'hui, on sait plus ou moins que les terroristes sont à nos portes, on sait ce que le Burkina Faso vit, on sait ce que le Mali vit, on sait ce que le Niger vit. Et aujourd'hui, il n'est pas de l'intérêt de la communauté internationale qu'il y ait une sorte d'instabilité en Côte d'Ivoire. Vous savez, l'Afrique de l'Ouest, fort malheureusement, baigne dans une sorte d'insécurité depuis le coup d'État au Burkina en 2023, le coup d'État au Mali, le coup d'État au Niger. L'Afrique de l'Ouest baigne dans une certaine insécurité. Et quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana restent tout de même dans ce climat assez délétère des havres de paix. Donc il faut, pour la communauté internationale, conserver cette stabilité qu'il y a en Côte d'Ivoire. Il n'est pas de l'intérêt ni de la France, ni des Européens, ni des Nations Unies qu'il y ait de l'instabilité en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi cette élection, ce processus électoral est scruté par tous. C'est pourquoi, quand vous entendez les discours, il y a de la prudence, non seulement vis-à-vis du pouvoir en place, mais vis-à-vis de l'opposition pour ne pas fâcher un camp au détriment de l'autre. Je pense que c'est une belle stratégie, mais aussi après, c'est vrai qu'on attend beaucoup de l'international. On a visité Amnesty International, on a visité Bruxelles, on a visité plusieurs nations pour apporter la voix de l'opposition. On interpelle également les États-Unis. Pour interpeller notamment sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais aussi, il nous faut de la responsabilité. Parce que la Côte d'Ivoire est notre bien commun. La Côte d'Ivoire n'appartient pas qu'à un parti politique ou à un clan. La Côte d'Ivoire est le bien de tous. Et à ce niveau-là, il ne faudrait pas que les politiques ou les hommes politiques nous prennent par moments en otage. Parce que ça donne l'impression que la Côte d'Ivoire est en otage. Parce que tout le monde ne milite pas forcément dans un parti politique. Tout le monde n'épouse pas forcément les thèses de l'un ou de l'autre.
Donc, par moment, lorsqu'on observe la situation, on se pose des questions. Est-ce qu'on est pris en otage par les politiques? À un certain moment, il faut que les politiques aussi aient de la responsabilité en s'asseyant, en discutant, pour que le processus électoral, une fois pour toutes, en Côte d'Ivoire, soit un processus avec de la visibilité, avec de la lisibilité. Là, quand demain, ils ne seront plus là, il faut qu'on lègue aux générations à venir une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, mais avec ce qui nous est donné de voir. Comment on peut comprendre qu'en 1990, le processus électoral puisse poser problème en 1995, en 2000, en 2010, en 2020, et aujourd'hui, en 2025, le processus électoral continue de poser problème, mais c'est qu'à un moment, qui a failli? Est-ce les institutions qui ont failli? Est-ce les politiques qui ont failli? À un certain moment, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Il faut qu'on se pose les bonnes questions pour trouver notamment des solutions pour une sortie de crise définitive, surtout pour un processus électoral qui ne sera pas accusé qui ne va pas accuser l'un ou l'autre de tricherie ou de quoi que ce soit. Absolument. Alors, ma dernière question, ce serait peut-être de vous demander, quand vous observez les choses, c'est vrai, la France, on le disait tout à l'heure, préfère se tenir un peu à l'écart, mais dans le même temps, l'Occident, de façon générale, la France y comprise, est-ce qu'elle a les moyens, quelque part, de peser sur les acteurs politiques ivoiriens pour leur faire comprendre, sinon, peut-être à un certain niveau, sans vouloir nier la souveraineté de la Côte d'Ivoire, mais d'user de pression pour que ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire pour éviter que la situation ne dégénère soit fait, qu'est-ce que la France peut faire aujourd'hui? Pas seulement la France, mais l'Occident, parce que les Américains sont saisis, les Français, même l'Union européenne également est interpellée, mais qu'est-ce qu'ils ont comme moyen de pression sur la classe politique ivoirienne, et notamment sur le pouvoir en place, parce que tout le monde dit, vers la fin, tout est entre les mains du chef de l'État, qui n'a qu'à prendre une décision. Mais après, la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Aujourd'hui, faire une pression sur l'État ivoirien, ce n'est pas toujours très évident. Vous savez, on est sorti de la situation conflictuelle qu'on avait de 2000 à 2010. Il y avait une rébellion, il y avait la présence non seulement des Nations Unies, il y avait la présence de la France, il y avait la présence des Nations Unies, de l'ONU. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas la même configuration. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays en paix. La Côte d'Ivoire est un État de droit. Il y a cela quelques années, le pays était coupé en deux. Il y a cela quelques années, dans la partie centre, nord et ouest, l'État n'était pas présent dans cette partie-là. Mais aujourd'hui, le pouvoir a les leviers du pays. Donc, pour ma part, il est très difficile de faire pression sur la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi moi, je parle plutôt de responsabilité. Parce que la communauté internationale va jouer son rôle. Ce rôle-là, c'est de nous interpeller, montrer la nécessité d'aller à des élections inclusives, des élections crédibles, des élections où personne n'est écarté. Mais est-ce que cette communauté internationale-là a la force ou a le pouvoir aujourd'hui de faire pression sur le gouvernement ivoirien? Ou disons, je ne crois pas. Est-ce qu'elle peut décider à la place des institutions ivoiriennes? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, on passe donc à notre second sujet de ce jour, classement des meilleures universités au monde, mode opératoire et place de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui, faut-il le rappeler, Jean-Richard, ne figure pas dans le top 1000 des meilleures universités de la planète. Alors, veuillez nous rappeler le classement que la Côte d'Ivoire occupe aujourd'hui. Il faut simplement dire que ce classement existe depuis le début des années 2000. C'est un classement académique des universités mondiales. Il est établi par des chercheurs avec pour objectif d'accélérer notamment la modernisation. C'est un classement labellisé Shanghai Ranking Consultancy. Effectivement, c'est pour moderniser les universités notamment. C'est un classement qui a permis le développement de plusieurs universités. Dans ce classement, on retrouve Harvard, Stanford, Cambridge, Massachusetts, Princeton ou encore Oxford. Mais fort malheureusement, on ne retrouve pas d'université ivoirienne dans le top 1000. Il y a 1000 universités classées. Malheureusement, dans ces 1000-là, il n'y a aucune université de la Côte d'Ivoire. C'est fort dommage. Cela pose encore le problème de l'éducation en Côte d'Ivoire. C'est vrai que depuis quelques années, au sortir de la
crise post-électorale. Il y a eu énormément d'efforts au niveau de l'éducation, de l'enseignement supérieur, avec l'ouverture de l'université de San Pedro, l'ouverture de l'université de Bondoukou. Il y a eu du renforcement au niveau de l'université de Korogo. Il y a eu l'ouverture de l'université de Mans, mais fort malheureusement, la Côte d'Ivoire n'est pas classée. Il faut qu'on se pose par moments aussi les bonnes questions, parce que quand j'ai regardé l'indice de calcul, il y a le nombre de publications dans les différentes revues scientifiques. Justement, ça, c'est au niveau du Shanghai Ranking Consultancy, ce sont leurs critères. Effectivement, il y a le nombre de chercheurs, il y a le nombre de prix Nobel, notamment, il y a le nombre de médailles Fields, surtout des anciens étudiants, ce qu'ils auront fait après la sortie de ces différentes universités, la productivité des enseignants, le niveau de la formation. Les articles qui sont produits le corps apprenant et tout ça. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui, ce qui est à saluer, c'est qu'il y a 20 institutions du continent qui figurent dans ce classement. Donc très peu d'Afrique de l'Ouest. Oui, très peu d'Afrique de l'Ouest. Il y a 10 ans, il n'y avait que 5 universités de l'Afrique, mais aujourd'hui il y a une vingtaine d'institutions. On retrouve l'Afrique du Sud et l'Égypte notamment qui sont en tête de ce classement. Mais ce qu'il faut saluer, il y a des pays tels l'Éthiopie qui font une entrée assez fracassante dans le classement. Il y a le Ghana qui a une bonne place dans le classement avec l'université d'Accra, il y a l'université de Casablanca, il y a l'université de Tunis. Donc aujourd'hui on se pose des questions. Pourquoi l'université d'Abidjan ne figure pas dans ce classement? L'université d'Abidjan qui existe depuis bien de décennies. Pour nous qui sommes passés du côté de l'université d'Abidjan, et là, c'est là quelques années, lorsque nous, on rentrait à l'université d'Abidjan, les amphis étaient bondés. Moi, je me rappelle au département de lettres modernes, à l'amphi Léon Robert, on était plus de 1500 étudiants. 1500, c'est énorme. C'est pléthorique, ça. C'est pléthorique. Au regard de ce qui se passe, c'est quasiment impossible pour les universités ivoiriennes de figurer dans ce classement. Moi, je salue la volonté du gouvernement, de l'État de Côte d'Ivoire de construire de nouvelles universités, de renforcer les universités qui existent déjà. Mais à un certain moment, il faut qu'aussi, au niveau de la recherche, les moyens puissent être donnés à nos chercheurs, parce qu'une recherche coûte énormément cher. Faire des recherches, c'est pas donné. Mais est-ce qu'il y a un accompagnement aux chercheurs ivoiriens? Il faut se poser de bonnes questions. Parce qu'il y a cela quelques années, au niveau de l'agriculture, la Côte d'Ivoire faisait énormément de recherches. La Côte d'Ivoire trouvait des stratégies au niveau de l'agriculture. Mais aujourd'hui, force est de constater... Avec le CNRA, par exemple. Avec le CNRA, avec l'ANADE, mais aujourd'hui, force est de constater qu'à ce niveau-là aussi, le CNRA est devenu l'homme de lui-même. C'est une institution qui se cherche. Il n'y a pas assez de financement. L'ANADE, qui avait de cela quelques années pignon sur rue dans le nord du pays, dans certaines régions de la Côte d'Ivoire aussi, se cherche. C'est véritablement dommage. Et quand vous regardez les conditions de vie de nos étudiants, très souvent, nous voyons sur les réseaux sociaux les étudiants qui se plaignent par rapport aux bourses, qui se plaignent par rapport à la qualité de l'enseignement, qui se plaignent par rapport même aux chambres, la disponibilité des chambres. Et l'un mis dans l'autre, cela favorise le classement. Mais aujourd'hui, c'est dommage. J'espère qu'on va tirer les leçons de ce classement. Si ça intéresse véritablement la Côte d'Ivoire, pour que l'enseignement au niveau de la Côte d'Ivoire puisse donner des étudiants ou encore des travailleurs pour un pays, comme on le souhaite, un pays émergent. Alors, ce qu'on constate ici, c'est que les universités privées semblent avoir un meilleur niveau de positionnement par rapport, bien sûr, aux universités publiques. C'est un constat qui est assez triste, notamment l'UCAO, qui caracole en tête. Mais comment se fait-il que l'État de Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, malgré tous les efforts qui ont été consentis, notamment depuis l'arrivée au pouvoir du président Ouattara en 2011, avec la réhabilitation des infrastructures universitaires tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, la construction d'autres universités à San Pedro, Bondoukou et autres, Korogo. Mais pourquoi jusqu'à présent les efforts ne payent pas? Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut regarder à la qualité même de l'enseignement. Nous avons des enseignants, des professeurs qui, quoi qu'on dise, se démarquent à l'international, qui produisent dans des revues de renom.
Mais qu'est-ce qui est fait aussi au niveau de l'institution universitaire pour faire la promotion de tout ce qui est produit par nos professeurs? Parce que, quoi qu'on dise, il y a un lobbying aussi qui se fait. Il y a forcément un lobbying. Est-ce que nos enseignants sont mis en avant? Moi, je me rappelle, il y a quelques années, dans nos universités, vous avez cours avec un enseignant de 8h à midi. Par moment, il s'amène à 11h. Parce qu'entre-temps, il travaille dans un autre ministère. Entre-temps, il donne des cours dans des établissements privés parce qu'ils estiment que le salaire n'est pas suffisant. Le salaire n'est pas suffisant. Et cela aussi pose problème. Donc, à un certain moment, il faut revoir tous ces différents éléments-là. Vous savez, on a tous vu ici la grève au niveau de l'enseignement secondaire, au niveau du primaire, des enseignants qui revendiquent des primes. On sait ce que ça a provoqué dans ce pays, alors qu'on sait que l'éducation, c'est la base du développement de toute nation. Mais aujourd'hui, force est de constater malheureusement que je me demande par moment, quand vous observez au niveau même des universités privées, vous en parlez de cela quelques instants, mais qu'est-ce qui est fait concrètement? Vous percevez par moment une personne qui a une villa de 5 ou 6 pièces, qui fait des modifications, et quelques semaines plus tard, vous regardez dessus, il est écrit dessus université. Mais après, est-ce que l'expression université même dans notre pays n'est pas galvaudée? Une université, je me dis que c'est une entité avec toutes les commodités. Après, le secteur est libéralisé. Mais certes, le secteur est libéralisé, mais il faut qu'au niveau de l'État, il faut qu'il y ait un regard. Une université avec ses des deux chambres salons qui se transforment en université, des villas dans nos quartiers qui se transforment en université. Mais après, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Mais là, on parle spécifiquement des universités qui ont de la côte. Je parle de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, par exemple, ou encore Alassane Ouattara, mais qui semblent marcher à reculons. C'est-à-dire que jusqu'à présent, avec tout ce qui a été investi pour l'amélioration de leurs conditions de fonctionnement, ça ne semble pas marcher, Jean-Richard, malgré tout. Et aujourd'hui, on n'est même pas cité parmi les meilleures universités d'Afrique, forcément. Même en Afrique de l'Ouest encore, notre place laisse à désirer. C'est pourquoi je dis qu'au niveau de la présidence des différentes universités, au niveau même de l'enseignement supérieur, il faut se poser aussi les bonnes questions pour repositionner nos universités. Parce qu'il y a du lobbying. Quoi qu'on dise, il y a du lobbying. La Côte d'Ivoire, je me dis, a formé tellement de grands universitaires. La Côte d'Ivoire a donné tellement au monde universitaire. La Côte d'Ivoire a produit tellement dans de grandes revues. Mais qu'est-ce qui est fait pour que ces productions puissent être comptabilisées? Est-ce qu'au niveau de l'institution du ministère, est-ce qu'il y a un suivi pour un classement de nos différentes universités? Qu'est-ce qui est fait pour renforcer la capacité de nos étudiants? Parce que aujourd'hui, lorsque vous arrivez à l'université d'Abidjan, lorsque vous voyez des TD avec une centaine d'élèves, on se pose des questions. En principe, un TD, c'est 20 ou 30 élèves. Mais vous êtes en amphi avec près de 800 élèves, 900 élèves. Vous retrouvez une centaine d'élèves dans des travaux dirigés. Après, au niveau de la qualité de l'enseignement, il y aura forcément un problème. Et puis, il y a l'absentéisme, quoi qu'on dise, de nos professeurs, qui très souvent sont non seulement dans le privé, qui non seulement sont dans certaines institutions, qui enseignent à l'étranger et qui par moments sont très souvent absents. Moi, je me rappelle, il y a cela quelques années encore à l'université d'Abidjan, il y avait un enchevêtrement d'années, c'est-à-dire l'année scolaire 2007, vous êtes en train de faire l'année scolaire 2007, 2008, en 2009, 2010. C'est-à-dire, les années scolaires, on ne Parce termine... qu'on a un manque d'enseignants. Il y a non seulement un manque d'enseignants, il y a l'absentéisme, il y a un manque de salles dans nos universités. Moi, je me rappelle qu'à l'université d'Abidjan, on avait des problèmes d'amphi. Et le problème perdu, fort malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu une rénovation de l'université, mais les problèmes perdus. Aujourd'hui, dans nos universités, fort malheureusement, la plupart des étudiants qui viennent de l'intérieur du pays peinent à se loger. Peinent à se loger. Aujourd'hui, avoir l'accès à une chambre, c'est la croix et la bannière. Mais est-ce qu'on est si mal nanti? Parce que quand je regarde le classement
2025 publié par l'agence Ecofin le 7 mars dernier, des 5 meilleures universités d'Afrique. C'est quand même la Côte d'Ivoire. Mais nous n'y figurons pas, d'Afrique de l'Ouest, pardon, mais nous n'y figurons pas. On a en premier lieu l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On a ensuite l'université Gaston Berger, ou d'Afrique de l'Ouest francophone, pardon, du Sénégal toujours. Donc nous sommes toujours au Sénégal, qui a 2 universités qui caracolent en tête, ce qui est assez frustrant pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est la locomotive de l'économie sous-régionale, du moins dans la zone UEMOA. On a l'université d'Abomey-Calavi également au Bénin, qui est en 3e position, l'université de Lomé au Togo, et enfin l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, dans un pays en crise, et la Côte d'Ivoire ne figure même pas dans le top 5 dans la zone d'Afrique de l'Ouest francophone. Jean-Richard. C'est écœurant. Vous savez, l'université, nos écoles à un certain moment ont été le théâtre de bien de situations malheureuses. Qui connaît l'histoire de nos universités, c'est plus ou moins que l'histoire de nos universités à la fin des années 80, début 90, a été émaillée par la violence avec l'avènement de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. On sait ce qui s'est passé dans nos universités. Nos universités sont devenues intérêt fertile pour les politiques. Par moments, les étudiants étaient nombreux à abandonner les salles de cours pour les discours politiques ou encore pour les meetings politiques. En lieu et place des cours qui devaient être servis dans les amphithéâtres, c'était des diatribes politiques qui étaient servies aux étudiants. Donc, l'un mis dans l'autre, un moment, toute cette situation-là, tout ce qu'on a vécu depuis les années 2090 jusqu'en 2000 jusqu'à 2010, n'a pas forcément favorisé la qualité de l'enseignement dans nos différentes universités. À côté de cela, on a connu une période de 2000 à 2010 où au niveau de l'université, ou au niveau de la construction de nouvelles universités, la Côte d'Ivoire est restée statique. Il n'y a pas eu de nouvelles universités. Au niveau même du recrutement des enseignants, cela aussi pose problème. On observe qu'il y a un manque d'enseignants, mais l'État n'est pas en mesure de recruter des docteurs pour pallier à ces absences ou encore pour pallier aux différents déficits. Donc, à un certain moment, au regard du classement que vous venez de présenter, au regard aussi du classement du Shanghai Ranking, il faut à un certain moment que, au-delà de la construction, qu'on voit non seulement parce qu'il y a une nouvelle construction à San Pedro, il y a eu l'ouverture de l'université de Bondoukou, l'ouverture de l'université de Mans, avec le développement de l'université de Korogo, le renforcement des capacités de l'université de Bouaké. Mais lorsqu'on regarde tout cela, à un certain moment aussi, il faut miser sur la qualité de l'enseignement. Alors, on a un étudiant que vous avez interrogé, Jean-Richard, et il fait, selon lui, son diagnostic à lui, des raisons pour lesquelles l'université en Côte d'Ivoire stagne. Pourquoi est-ce que malgré tous les efforts consentis, nous restons toujours à la queue? Pourquoi est-ce que notre niveau reste toujours bas? Parlez-nous un peu de son profil et dans quelles conditions est-ce que vous l'avez interrogé? Il est étudiant à l'université d'Abidjan, à l'Institut Confucius. C'est un institut qui a été ouvert il y a de cela quelques années par la Chine, où on enseigne la langue chinoise. Il est le conseiller général de l'Institut Confucius et il nous a partagé son point de vue sur ce que la plupart sur le mal qui ronge l'université en Côte d'Ivoire. Effectivement. On va l'écouter si la réalisation peut nous permettre d'avoir l'élément. Ce qu'il faut dire à ce niveau, pourquoi notre université n'est pas classée parmi les top premiers dans le monde, souvent il y a aussi le cas des mercenariats. En amphi, lors des compositions, ce ne sont pas eux-mêmes qui composent. Ils vont aller voir un tel étudiant, voilà 5 000 francs pour qu'on prenne en place en droit ou bien par exemple en anglais, où il y a un peu des difficultés, et il va y composer plus. Donc il y a le mercenariat qui compte aussi. Et ce qui est vilain à voir, nos procès souvent ne viennent pas à l'heure. Quand le cours doit commencer à 7 h, c'est à 9 h ils arrivent. Quand le cours doit commencer à 9 h, c'est à 11 h. Souvent, mais ils ne viennent même pas même. Ils disent que son procès d'université, on ne peut pas les renvoyer. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Donc, à cette saleté-là qu'elle a. À la différence des systèmes un peu occidentaux qui viennent de l'autre côté, c'est la rigueur. Par exemple, le département chinois, l'Institut Confucius, qui a ouvert ses portes depuis 2015 à l'université, c'est la rigueur. Et les cours sont dispensés par les Chinois. C'est une rigueur. Alors, lors des examens chinois,
il y a la convocation, il y a la pièce d'identité, il y a la personne qu'on contrôle. Donc si toi-même on sait que c'est toi, ta pièce d'identité c'est toi et que la convocation n'est pas là, tu n'es pas admis à composer. Il faut les éléments demandés. Sinon tu ne prendras pas part à la composition. Et puis ils s'en foutent de ça. À la différence de nos systèmes qui ne sont pas le cas. Les enfants vont composer bac, BTS, c'est la composition. Ils vont un téléphone même en classe aux examens pour pouvoir composer, puis on dit oui, il a eu le bac. Mais il a eu le bac, mais en réalité, il n'a aucun niveau. Donc nos étudiants, c'est qu'il faut qu'ils ont les licences, les maîtrises, mais n'ont pas de compétences. Parce que les procès d'université en général vendent les diplômes. Et c'est malheureux. Et ce qui est venu à voir, cette communauté étrangère vit en Côte d'Ivoire et connaissent les réalités. Les Chinois, ils ont l'institut en Côte d'Ivoire, à l'université. Donc ils connaissent les réalités. Il y a des Américains qui sont là, il y a des Français qui sont là. Ils connaissent les réalités. Les procès vendent des diplômes, d'autres ne pas comme ils sont admis. Et puis bon, c'est toute une mayonnaise. Donc voici les saletés là qui sont là. Commentaire, Jean-Richard? Ah oui, ce qu'il dépeint est assez grave. Il a parlé du phénomène en mécénariat qui existe à l'université depuis bien de décennies. C'est un phénomène qui consiste à laisser un étudiant composer à sa place, moyennant quelque chose. Et c'est un phénomène qui perd du fort malheureusement. Et j'ai évoqué aussi l'absence des professeurs, il est revenu là-dessus. La plupart des professeurs sont absents quant aux cours. Il a parlé même de l'accès aux cours, des problèmes des étudiants. Et ça a perdu. Il y a cela quelques jours, on était dans la circulation à Abidjan, on a vu quelques bus d'étudiants où les étudiants ont du mal à rentrer chez eux à la maison parce que les bus sont bondés. L'un mis dans l'autre, ça pose le problème de l'éducation, de l'enseignement, des conditions de vie même des étudiants. Il faut regarder de près à la vie dans nos cités universitaires, à la vie dans nos universités, pour qu'on puisse une fois pour tout rentrer dans ce classement-là. Parce qu'être absent de ces classements-là, ça n'honore pas la Côte d'Ivoire, qui a énormément apporté à l'éducation à travers le monde, mais qui est la locomotive, comme vous le disiez tantôt, de l'Afrique de l'Ouest. De la zone UEMOA, sur le plan économique. Ok, on va donc terminer. Il nous reste à peine 5 minutes pour terminer cette émission. D'après ce que la réalisation m'indique, on va donc terminer avec la revue de presse, qui est désormais de tradition dans l'Intelligent Club. Effectivement, ouvrons cette revue de presse avec l'Intelligent d'Abidjan qui barre à sa une. Prix UNESCO pour la paix à Abidjan, Oufoué, Bédi, Ouattara, Costa, des figures de paix à l'honneur. Le PDCI RDA absent malgré le maire Yassé Gbagbo représenté. Et puis, dans le même élan, Fraternité Matin revient sur la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Alassane Ouattara, que les populations s'approprient les idéaux de paix d'Houphouët-Boigny. Et puis, le Patriote, dans le même élan aussi, aborde le prix Félix Houphouët-Boigny. Prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. Antonio Costa a reçu son prix. Le lauréat, l'Afrique et l'Europe doivent avancer main dans la main. Alassane Ouattara, à propos de la présidentielle 2025, a profité pour donner son avis. Toutes les dispositions sont prises pour garantir la paix. Et puis le Nouveau Réveil revient sur le prix Félix Houphouët-Boigny en titrant à sa une le PDCI magnifie Oufoué. Et puis parlant du procès, Valérie Yapo, PDCI, le journal affiche Valérie Yapo députée, ses demandes rejetées par la justice. Et puis, présidentielle 2025, Alassane Ouattara rassure les Ivoiriens. Toutes les dispositions seront prises pour garantir une élection apaisée, affiche le jour plus. Et puis, le quotidien d'Abidjan ne partage pas ce point de vue. Le PPAC tire la sonnette d'alarme à quelques mois des élections présidentielles. Très bien. Merci bien pour ce tour d'horizon de la presse nationale de ce vendredi. Vendredi, nous sommes combien déjà? Le 24, c'est ça, le 24 ou le 23? Le 23 mai, d'accord, 2025. Et c'est toujours sur ces titres que l'on se dit au revoir désormais. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous suiviez la dernière émission de l'Intelligent Club de cette semaine. On se retrouve dans quelques jours, le lundi prochain. D'ici là, excellent week-end à tous.